Donc bienvenue tout le monde à cette conférence, midi. Donc, aujourd'hui, donc je m'appelle Morgane Gély, je suis coordo à la chaire de recherche, du Canada sur les enfants trans et leurs familles et donc je vais animer la conférence d'aujourd'hui. Je suis en compagnie de Sei, pronom il, qui va modérer, cette rencontre et puis, de nos 2 conférenciers et conférencières que je vais vous présenter plus en détail. Moi aussi, j'utilise les pronoms elle ou iel avec les accords féminins. Donc, la conférence d'aujourd'hui donc, s'appelle «Entendre la voix des jeunes trans hébergés dans les services de protection de la jeunesse» et ça va être présenté par Marie-Joëlle Robichaud, qui utilise les pronoms féminins. Donc, Marie-Joëlle Robichaud est professeure à l'école de travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est également membre de l'équipe de recherche sur les jeunes trans et leurs familles et son travail porte essentiellement sur les services de protection de l'enfance, notamment sur les populations dites à la marge et également sur les conditions d'une pratique éthique. Et en ce moment, elle travaille plus particulièrement sur un projet sur les jeunes trans hébergés dans les services de protection de la jeunesse. Donc c'est un projet qui s'étend entre 2020 et 2023. Donc avec Marie-Joëlle, nous avons également Mathieu Carignan-Allard, j'espère que je prononce correctement ton nom, qui utilise les accords masculins. Donc Mathieu a un bac en psychologie, il est étudiant à la maîtrise en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Il se spécialise sur les populations de la diversité sexuelle et de genre et il coordonne le projet sur les jeunes trans hébergés dans les services de protection de la jeunesse. Donc aujourd'hui, nos invités vont nous présenter en fait leur projet de recherche, qui est un projet de recherche participative auprès de jeunes trans hébergés au Québec, dans des services de protection de la jeunesse. Et ils vont nous présenter plus particulièrement la méthode du Photo Voice, qui est une méthode qui a été, qu'ils ont utilisée dans le contexte de Covid, puisqu'il était plus difficile d'entrer en contact en fait avec les jeunes. Donc aujourd'hui, ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'est cette méthode du Photo Voice et nous expliquer quels étaient les avantages et également les défis de cette méthode. Ensuite, on va avoir une petite période de questions à la fin, donc je vous invite à prendre en note si vous avez des questions pendant la conférence. Et à la fin, on vous invitera à partager vos questions dans le chat ou le question-réponse. Je ne sais pas s'il y a cette option aujourd'hui, mais peut-être que vous pourrez le mettre dans le chat et poser vos questions à nos invités. Donc, je vous rappelle que la séance est enregistrée. Si vous voulez vous anonymiser, vous pouvez changer votre nom et couper votre caméra. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à nos invités. Bonne conférence. Merci beaucoup, Morgane. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, Matt et moi avons concocté une présentation, en fait, qui parle d'un projet sur lequel on bosse depuis plus ou moins 18 mois. Avant d'entamer la présentation, ce que je trouve important de mentionner, c'est que c'est un projet qui a cours. Donc, on ne vient pas aujourd'hui vous présenter des résultats probants de la recherche. On vient vous parler du processus de la recherche qui, en soi, suscite beaucoup de questions et de démarches. La présentation d'aujourd'hui, on va s'échanger la parole, là, Matt et moi. Donc, je vais commencer en parlant brièvement de ce qu'est le Photo Voice. Matt va nous parler du projet, puis je vais conclure là, avec certains constats. Avant toute chose, là, pour justement peut-être faire le pont avec ce que Morgane a mentionné tout à l'heure, c'est un projet de recherche qui s'est amorcé en pleine pandémie, donc en juin 2020. Nous avions obtenu un financement pour faire une recherche dite exploratoire pour aller comprendre en fait comment vont les jeunes trans hébergés. C'est un projet sur lequel Annie Poulain sans façon est co-chercheur. Donc, au moment d'obtenir le financement, on se remet un peu dans le bain, là, tout était fermé. L'accès au milieu de recherche était impossible, grosso modo, particulièrement dans les milieux fermés, comme ceux des services de la protection de la jeunesse. Donc, cette motivation-là à entendre la voix des jeunes, avec le moins d'interférences possible, nous a incité à être créatifs et créatives dans notre façon d'aborder la recherche.
Mais ce n'est pas simplement la COVID qui fait en sorte qu'on a privilégié la méthodologie du PhotoVoice. C'est aussi une méthode qui est cohérente avec nos valeurs et notre posture comme chercheur. Donc, on va voir comment tout ça, ça rime là, 18 mois plus tard, mais c'est un peu juste la mise en contexte que je souhaitais vous proposer. Donc, pourquoi un PhotoVoice? La première question à laquelle on doit répondre, c'est qu'est-ce qu'un PhotoVoice? Le PhotoVoice, c'est une méthode de recherche-action qui est participative et créative. C'est une méthode de recherche qui est très récente. Là. Dans le fond, les premiers écrits, ça date du milieu des années 90. C'est Caroline Wang, qui était chercheur en santé publique à l'Université du Michigan, qui a mis en œuvre là, un premier PhotoVoice avec des femmes en Chine. Au cours, par contre, des 20 dernières années, là, c'est vraiment une méthode qui a fait l'objet de beaucoup d'écrits, mais aussi d'essais, c'est-à-dire beaucoup de chercheurs ou de groupes communautaires qui mobilisent le PhotoVoice parce que c'est une méthode qui vise, là, à travers l'utilisation de photos ou de vidéos, à documenter, à discuter, puis à générer finalement des actions sociales à travers un processus participatif et de groupe. Donc, c'est vraiment une méthode de recherche qui a une visée d'action sociale, notamment là, par rapport à la défense de droits et à l'advocatie auprès des décideurs. Donc, on entend un PhotoVoice quand on souhaite que les personnes concernées nous informent par rapport à leur réalité, mais avec un objectif qui n'est pas simplement documentaire ou de recherche, avec un objectif qui est de changement social. C'est ce qui est le PhotoVoice. Il y a trois objectifs, là, plus ou moins, qui viennent motiver l'utilisation du PhotoVoice, là, selon Wang et ses collaboratrices. Mais le premier, c'est de permettre aux participants de réfléchir, d'exprimer leur point de vue, puis de mettre en place finalement des actions qui agissent sur les forces, mais aussi les enjeux qu'ils vivent comme communauté. Wang, elle affirme en fait que ce n'est pas une méthodologie qui cherche à donner la voix à ceux qui n'en ont pas. On ne cherche pas à donner la voix à des gens qui n'en ont pas parce qu'on part du principe que tout le monde a une voix, mais alors on se donne un contexte, une méthode pour que cette voix-là soit mise en valeur, que ce soit celle qui, dans le fond, qui résonne. Donc, que ce ne soit pas, par exemple, les questions du chercheur ou les intérêts de la recherche qui viennent guider la méthode, mais que ce soit les personnes concernées qui affirment ce qui est d'intérêt, finalement, par rapport à leurs conditions. Donc, deuxième objectif qui peut motiver l'utilisation du PhotoVoice, c'est justement de se créer puis de promouvoir un espace de dialogue et d'échange qui mène finalement à des actions sociales. Parce que dans la méthodologie du PhotoVoice, évidemment, les gens prennent des photos, des vidéos, des clips vocaux de ce qui les intéresse ou du contenu de la photo. Mais ensuite, il y a un processus de groupe où l'ensemble des participants au PhotoVoice échangent par rapport au contenu de leurs photos, par rapport à ce qu'ils constatent, par exemple, à travers la démarche. Cet espace-là de partage en groupe est vraiment central à la méthode. Puis finalement, bien, le troisième objectif qui peut motiver l'utilisation d'un PhotoVoice, c'est justement d'accéder aux décideurs, aux responsables de service, pour les inciter à tenir compte du point de vue des personnes concernées par rapport à leur situation. C'est toujours une méthodologie qui vise le changement en sensibilisant puis en interpellant les personnes en position de pouvoir là, pour qu'elles agissent. Dans le cadre de notre projet, on trouvait que c'était tout à fait désigné parce que justement, qui est le mieux placé pour nous parler de la réalité de ce qu'est d'être un ou une jeune trans hébergée dans les services de protection de la jeunesse que les jeunes eux-mêmes. On souhaitait aussi leur offrir un espace pour qu'ils puissent discuter ensemble, partager autour de leur expérience individuelle, parce qu'il faut comprendre que ces jeunes-là ne sont pas hébergés ensemble. Hein. Ils transitent tous dans des milieux d'hébergement différents, puis souvent, ils connaissent aucun autre jeune trans ou non-binaire hébergé. Donc, on disait, bien, en créant un espace où ils peuvent se rencontrer et discuter ensemble, ce sera porteur. Puis notre promesse était finalement de créer une exposition numérique, que les jeunes créent une exposition numérique qui servirait d'outil de formation et de sensibilisation aux intervenants et aux décideurs de la protection de la jeunesse. Donc, à cet égard-là, les objectifs là, qui font en sorte qu'on privilégie d'utiliser le PhotoVoice étaient cohérents avec notre population.
Donc ici, là, une petite citation de Molloy qui nous explique que finalement, le photo voice, c'est un outil qui permet aux participants de se rassembler pour explorer et comprendre le pouvoir. La notion de pouvoir est vraiment centrale, puis d'essayer de décortiquer justement comment le pouvoir s'exécute, mais aussi comment on peut le contester, le négocier. Donc, le photo voice, d'après ces penseurs, ou en fait les personnes qui l'ont mobilisé, a ce pouvoir et cette capacité là, de libérer le pouvoir, le savoir, puis les ressources là, mises à disposition dans une communauté. Donc, pourquoi d'autres raisons en fait qui ont motivé notre choix du Photo Voice? Une des premières, en fait, c'est que le Photo Voice se révèle être une méthode qui est très utile pour faire une analyse des besoins. Dans le cadre de la population qui nous intéresse, les jeunes trans hébergés, on a plus ou moins d'informations sur eux. Le Matt pourra vous en parler tout à l'heure. Donc, ça nous permet, le Photo Voice, d'accéder à des informations très concrètes, mais aussi concertées, parce qu'on a plus d'une personne qui nous parle du sujet. C'est aussi une méthode qui a la capacité unique d'engager des groupes qui sont souvent difficiles à rejoindre, des groupes souvent à la marge. Et donc, à travers un processus créatif, participatif, on est capable d'aller chercher ces gens-là puis de les mobiliser pour les entendre finalement dans le processus de recherche. C'est aussi une méthode, le Photo Voice, qui a été utilisée auprès d'une population de jeunes dans plusieurs contextes. Puis nous, on était particulièrement intéressés par une étude de Capu de Silas P. Moons, parue en 2019, où ce sont des chercheurs américaines qui ont mobilisé le Photo Voice dans un projet auprès de jeunes adultes trans et non-binaires en Californie qui avaient un vécu de protection de la jeunesse. Puis dans le fond, les résultats de leur recherche étaient vraiment intéressants, nous interpellaient, puis on se disait, est-ce que nous, on pourrait mobiliser un Photo Voice avec des jeunes au moment de leur placement, qu'on ne soit pas dans la rétrospective, mais qu'on soit au moment de leur placement. Fait que ça venait nous motiver. D'autres raisons, dans le fond, c'est que le Photo Voice n'a pas des avantages seulement pour les chercheurs. Là, on entre dans la posture de la recherche, mais souvent en recherche, on a le sentiment qu'on va soutirer des savoirs aux personnes concernées, mais elles reçoivent peu de fruits, dans le fond, de ces connaissances que nous, on acquiert. Donc là, le Photo Voice, par son approche participative, nous offre la promesse finalement d'être aussi, de servir l'intérêt des participants en leur offrant un espace qui génère du support entre eux et elles, qui augmente aussi la conscientisation qu'ils ou elles ont par rapport à leur propre vécu. Là, je vous rappelle, on est avec des jeunes qui vivent une mesure d'hébergement, de placement en protection de la jeunesse, qui est une mesure assez particulière, rare, là, qui se retrouve vraiment à l'extrême du continuum de soins, là, si on peut le dire comme ça. Et donc, de leur offrir un espace pour prendre un pas de recul par rapport à leur vécu, bien, ça nous apparaissait intéressant. Puis ça favorise surtout la prise en compte des personnes concernées dans les mesures à prendre pour mieux desservir cette population-là. Puis finalement, du point de vue de la recherche, bien, c'est une méthode qui a fait sa preuve pour tenter d'amenuiser l'écart de pouvoir entre les chercheurs et les participants, parce que finalement, on accepte, c'est un peu un saut dans le vide, mais on accepte qu'on ne contrôle pas, comme chercheur, là, qu'on ne contrôle pas les données de recherche. On n'a pas d'idée de ce qui va émerger, de ce qui va sortir, puis comment tout ça, dans le fond, va venir influencer notre résultat là, dans la recherche. Fait, cette idée-là de réduire l'écart de pouvoir, de favoriser la participation de l'ensemble des participants à toutes les étapes, c'était aussi quelque chose qui nous interpellait. Qu'est-ce qu'on sait de la méthode, en fait, du Photo Voice? C'est qu'il n'y a pas de recette. Donc, quand on décide de faire un Photo Voice, on doit déterminer ou l'adapter finalement au but de notre étude, à notre question de recherche, s'assurer qu'elle respecte le contexte de notre étude, les composantes éthiques de nos sujets. Nous, on fait une étude auprès de mineurs, hein, donc c'est non négligeable. Puis on doit aussi tenir compte de leurs besoins. Dans le fond, dans la recherche de, bon, ben comment, je veux faire un Photo Voice, là, mais comment est-ce que je fais ça concrètement? Si on essaye de s'appuyer sur la littérature, ce qu'on apprend finalement, c'est qu'il y a autant de façons de faire un Photo Voice que de Photo Voice.
Donc, comme méthode de recherche participative, le constat, c'est que les buts des photovoice sont très variés, les processus des protocoles aussi, la durée est très variable. On a lu des photovoice qui duraient 2 semaines, puis d'autres qui duraient 2 ans. La durée moyenne était à peu près de 3 mois. On a vu aussi des contextes d'application très variés, donc auprès de populations, par exemple, d'enfants, mais aussi d'adultes, de personnes judiciarisées, de personnes utilisatrices de services, des photovoice menés par des organismes communautaires, d'autres par des chercheurs, d'autres initiés par les personnes. Donc, la méthodologie du photovoice appliquée à notre projet, il y a peu de paramètres. Hein. Ça implique finalement de vraiment débroussailler l'adaptation de la méthodologie à notre contexte. Je sais pas. Ouais. Donc, c'est ce qui pose la section là. Donc, qu'est-ce que le photovoice? Matt, je te cède la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je suis bien heureux aujourd'hui de vous présenter, dans le fond, notre projet, ce que nous, on a décidé de faire suite à ce que Marie-Joëlle vous a présenté. Donc, pour commencer, Marie-Joëlle, je pense que tu peux changer la diapo. Dans le fond, pour vous mettre un petit peu en contexte là, sur ce qu'on sait actuellement sur les jeunes trans en protection de la jeunesse, bien, on soupçonne premièrement une surreprésentation, mais c'est vraiment, on soupçonne parce qu'on n'a vraiment aucune donnée exhaustive du sujet. Premièrement, on a très peu de données en contexte québécois, si on peut le dire, quasiment aucune. La majorité sont faites aux États-Unis, puis ne sont pas exhaustives. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on soupçonne qu'il y a une surreprésentation, mais les quelques études qui sont disponibles ben, nous amènent à savoir que les jeunes trans peuvent se retrouver en contexte de la protection de la jeunesse pour les mêmes raisons que les jeunes cisgenres, mais ils ont aussi leur propre spécificité, comme par exemple le rejet familial qu'elles peuvent vivre, puis qu'une fois qu'ils sont dans le contexte de la protection de la jeunesse, ben, c'est plus difficile de retrouver une réconciliation familiale, par exemple. Nous aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une revue systématique, puis on n'a recensé aucune étude publiée à ce jour qui donne spécifiquement la voix aux jeunes trans au moment même qu'ils sont placés. Les données qu'on a, les très peu de données qu'on a actuellement, c'est vraiment toujours soit à la sortie du contexte de la protection de la jeunesse ou après. Donc, nous, on voulait vraiment on voulait vraiment leur donner la voix ici et maintenant aux jeunes trans qui étaient actuellement placés dans un contexte de protection de la jeunesse. Donc, ce qu'on leur a demandé pour réaliser le projet, c'est de prendre des photos et des mémos vocaux de leur expérience en tant que jeunes trans hébergés par la protection de la jeunesse. Donc, ce qu'on peut faire pour y parvenir, bien, en raison de comme Marie-Joëlle vous a dit, nous, on est arrivé en plein contexte de COVID. Puis, considérant les enjeux méthodologiques que Marie-Joëlle vous a présentés, on s'est dit que c'était une occasion en or pour centrer leur voix et leur donner vraiment le pouvoir et mettre en amont leur rôle d'expert et aussi favoriser l'autonomisation de la recherche. Fait que c'était vraiment important pour nous de leur laisser l'occasion d'être au centre de la recherche puis de leur donner l'accès à l'utilisation de photos pour s'exprimer. Donc, notre projet initial, nous, premièrement, on a travaillé vraiment beaucoup fort et beaucoup d'heures pour établir un protocole. Comme Marie-Joëlle vous disait, le photovoice n'a pas nécessairement des règles fixes. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'efforts et d'heures de travail pour élaborer un protocole qui allait répondre vraiment à tous les besoins, les contextes de notre population cible. Donc, au départ, notre méthodologie était la suivante. On avait fixé une rencontre préparatoire par téléphone pour vérifier l'éligibilité des participantes. Une fois que ces dernières étaient éligibles, on fixait une rencontre préparatoire par Zoom. Puis avant de fixer la rencontre préparatoire par Zoom, on leur envoyait le matériel de recherche, c'est-à-dire qu'on envoyait le téléphone cellulaire pour prendre les photos. On avait aussi créé un pamphlet, on avait fait appel à un graphiste pour créer vraiment un petit pamphlet là, vraiment facile d'accès qui expliquait tous les règlements. Puis
Pourquoi on envoyait le matériel de recherche avant la deuxième rencontre préparatoire, c'est qu'on s'est dit, considérant l'isolement socio-numérique de ces jeunes-là hébergés, ben, on pouvait fixer des rencontres Zoom, mais il n'y avait pas le matériel pour faire cette rencontre-là. Donc, on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment le choix de leur envoyer le matériel avant de faire la rencontre préparatoire. Donc, pendant la rencontre préparatoire, on leur expliquait les règles du Photo Voice, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre en photo, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre en photo. On leur expliquait aussi un peu, c'est ça, qu'est-ce qu'un Photo Voice, qu'est-ce qu'on voulait. Puis ensuite, ben, il y avait 14 jours pour prendre leurs photos. Donc, une fois que Yel avait pris ses photos, Yel nous l'envoyait par WeTransfer pour qu'on reçoive les photos. Et on avait aussi créé plusieurs autres étapes, mais qui étaient vraiment facultatives là, au volet Photo Voice. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils consentaient pour participer au Photo Voice, Yel n'était pas obligé de faire les autres étapes. C'était vraiment à leur discrétion, mais on les invitait pareil. Donc, après le Photo Voice, on s'était dit que ça serait peut-être bien de faire des entretiens semi-dirigés pour approfondir les photos. Au besoin. Si on avait plus de questions, on allait les contacter pour leur poser plus de questions. Ensuite, on voulait aussi faire un entretien de groupe, comme Marie-Joëlle vous a dit, pour favoriser justement le partage entre elles pour que, comme ils n'ont pas vraiment l'occasion de rencontrer d'autres personnes trans qui sont hébergées, on s'est dit que ce serait une bonne occasion pour qu'ils partagent leur expérience en tant que jeunes trans hébergés dans ces discussions-là, mais aussi leur expérience d'avoir participé à un Photo Voice. Ensuite, on voulait aussi créer une exposition numérique, comme Marie-Joëlle vous a dit. Puis on voulait vraiment leur laisser toute la place pour qu'elles choisissent quelles photos qu'elles veulent partager, comment on va les partager, comment on va faire ça. Puis on voulait vraiment aussi créer un site là, vraiment pour montrer toutes les photos qu'elles avaient prises. Puis finalement, on voulait aussi faire un entretien de partage des connaissances en groupe qui allait impliquer tous les gestionnaires, les directions, les familles, les jeunes trans, tous les acteurs, actrices qui sont concernés et qui sont intéressés à en savoir plus. Donc, au départ, c'était vraiment ça notre méthodologie. On voulait vraiment, puis pourquoi on commençait par le Photo Voice, c'était vraiment parce qu'on ne voulait pas influencer les jeunes par les autres étapes. On voulait vraiment que ça parte de elles eux-mêmes pour émerger des photos. Puis, on avait aussi contacté une dizaine d'organismes qui avaient appuyé le projet puis qui étaient disponibles à accueillir les jeunes aux besoins. Donc, quand on est arrivé sur le terrain, c'était toute une autre réalité. On a fait face à vraiment beaucoup d'embûches. Premièrement, ça a commencé dès le dépôt à l'éthique. Il y a eu vraiment plusieurs embûches à l'éthique. À notre connaissance, c'est vraiment l'un des premiers projets participatifs qui donne un téléphone aux jeunes. Donc, ça a suscité vraiment beaucoup d'allers-retours avec l'éthique. Aussi, considérant, comme Marie-Joëlle disait, considérant toutes les embûches, puis que le Photo Voice, c'est une méthode qui n'a pas nécessairement de règles fixes, et considérant toutes les embûches qu'on a faites au cours du projet, on a fait beaucoup d'allers-retours pour modifier notre protocole. Ça a amené vraiment aussi beaucoup d'enjeux puis d'embûches. Ça a été très long. On a dû faire beaucoup d'allers-retours pour faire modifier notre protocole. Donc, une fois qu'on a reçu l'approbation éthique, après de longs mois, on a commencé le recrutement. Le recrutement, on voulait vraiment miser sur les réseaux sociaux et non par les centres jeunesse, parce que premièrement, on sait que ce n'est pas tous les jeunes trans qui sont out dans leur milieu. Donc, on ne voulait pas susciter un outing nécessairement. Puis, on sait aussi que la communauté trans est très impliquée sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit que c'était vraiment une meilleure façon versus de recruter par les centres. Mais on s'est rendu compte assez rapidement que l'isolement socio-numérique des jeunes hébergés était très, très, très fort, ce qui a fait en sorte que notre recrutement par les réseaux sociaux n'a porté aucun fruit. Les quelques participantes qu'on a réussi à recruter, ça s'est fait directement par les milieux. Vraiment, les réseaux sociaux nous ont apporté aucune participante. Donc, on s'est vraiment rendu compte que l'isolement socio-numérique, encore une fois, était vraiment
très, très, très présente chez les jeunes, chez les jeunes tout court hébergés. Donc, ensuite, on a fait face aussi à plusieurs barrières institutionnelles, notamment par la structure hiérarchique des systèmes de la protection de la jeunesse. Comme vous le savez sûrement un peu, c'est un très gros système qui a plusieurs paliers, puis ils sont très surchargés aussi. Fait que quand on présentait notre projet aux gestionnaires, aux directeurs, directrices des établissements, ils étaient tous très emballés puis tous très enthousiastes envers notre projet, mais on n'était pas capable d'aller contacter directement les éducatrices et éducateurs dans les centres même pour recruter. Fait que la communication avec les personnes qui travaillaient directement dans le milieu était très difficile. Il y a tellement de paliers dans le système que ça aussi, ça a été une embûche. Ensuite, on a fait face à plusieurs embûches au niveau de la communication. La communication avec les participantes était très difficile, notamment parce qu'on sait que les jeunes hébergés sont dans des contextes très stricts. Par exemple, les heures d'appel sont fixées, on ne peut pas appeler à n'importe quelle journée. Donc, on ne pouvait pas avoir un contact régulier avec ces jeunes-là. Puis nous, comme on avait des rencontres préparatoires, par exemple, bien, ça faisait que c'était très difficile d'avoir accès, de fixer des rendez-vous. Donc, ça aussi, ça a été une embûche qui a été très difficile, ce qui nous a justement amené à apporter une nouvelle modification à notre protocole de recherche pour avoir un ou une allié dans le projet de recherche. Qu'est-ce qu'on signifie par un ou un allié? En fait, c'est qu'on s'est dit que les jeunes trans hébergés pourraient identifier un ou une intervenante en qui elles ont confiance, qui pourrait faciliter la communication entre les membres de l'équipe et le jeune trans hébergé et l'allié. Mais ça, c'était vraiment à la discrétion du participante. Et elle n'était pas obligée d'accepter d'avoir un ou une alliée. C'est vraiment si elle le souhaitait, elle pouvait avoir un allié. Donc ça, c'est notamment une des modifications qu'on a apportées au protocole. Ensuite, la rétention, ça a été très difficile aussi. Ce que je veux dire par la rétention, c'est de continuer à garder contact avec les jeunes qu'on a réussi à recruter, considérant le cumul des conditions de vie de ces jeunes-là et le contexte sanitaire dans lequel on faisait face. Mais comme j'ai dit, on ne pouvait pas leur parler quand on voulait. Fait qu'avoir accès à l'information était très difficile. Par exemple, une des participantes qu'on a réussi à recruter, du jour au lendemain, on n'a plus jamais une nouvelle. Mais là, nous, on ne pouvait pas savoir est-ce que c'est parce qu'elle ne souhaitait plus participer, est-ce que c'est parce qu'elle avait perdu son téléphone, et elle n'avait plus de données, est-ce que c'est parce qu'elle a fugué, on n'avait aucune information. Donc, c'est ça, la rétention au niveau du fait de rester dans le processus, parce que c'est quand même une recherche qui prend plusieurs jours, comme par exemple, c'est 14 jours pour prendre les photos, bien, c'était vraiment difficile de les garder tout le long. Fait que ce qui nous a amené encore à faire une modification de notre protocole de recherche pour faire nos rencontres en présentiel. Parce qu'à ce moment-là, le temps avait avancé, le contexte sanitaire était rendu moins dans son pic. Là, on pouvait faire des rencontres présentielles. Donc, on s'est dit que faire des rencontres en présentiel, ça pourrait favoriser le contact avec les jeunes. Donc, ça pourrait peut-être plus facilement les garder dans la recherche. Enfin, ben, un autre des barrières qu'on a trouvé difficile, c'est les données, la qualité des données, si je pourrais dire. Considérant que les photos, ce n'est pas notre matériel de recherche, mais c'est seulement un moyen pour avoir accès à la voix des jeunes, on s'est rendu compte que peut-être que nos consignes de demander à ces jeunes-là de prendre des photos sur qu'est-ce que c'est leur expérience en tant que jeunes trans hébergés, mais c'était peut-être un peu flou pour des jeunes de 14 ans qui vivent déjà beaucoup de choses. C'était peut-être pas assez concret, puis ils ont peut-être eu un peu de la misère à décortiquer c'est quoi la différence entre être un jeune trans et être hébergé, c'est quoi les spécificités. Par exemple, on a eu quelques photos, mais on n'a pas pu tirer de données des photos qu'on avait parce que c'était vraiment comme descriptif. Par exemple, c'était comme une photo du lit, mais il y avait pas de détails, fait qu'on n'a vraiment pas pu aller tirer d'informations. Donc, c'est ce qui nous a amené encore une fois à faire une modification à notre protocole de recherche pour se dire que même si on voulait vraiment leur donner la voix au début, puis vraiment centrer leur voix, puis on ne voulait pas faire d'entretien pour commencer, pour ne pas biaiser leur idée,
ben, on s'est dit que peut-être on devrait faire un entretien semi-structuré en premier avant de faire le photo voice. Donc, on est encore allé une fois à l'éthique pour faire un changement au protocole pour que les étapes commencent par un entretien semi-dirigé au lieu du photo voice. Donc, on va faire un entretien semi-dirigé et après, avec le téléphone, les jeunes vont aller prendre des photos. Donc, en ce date d'aujourd'hui, notre recherche actuellement, au regard de toutes les embûches présentées à ce jour, notre protocole a été revu, il a été changé plusieurs fois. On a actuellement à recruter une seule participante et on a un abandon. Mais comme je vous ai dit, par exemple, l'abandon, on n'a aucune idée c'est quoi la raison, mais on a pris ça pour un abandon, considérant qu'on n'avait plus de nouvelles. Fait que parmi les modifications qu'on a apportées, bien, premièrement, on a inversé les étapes de la recherche, c'est-à-dire qu'on commence par un entretien semi-dirigé maintenant au lieu de commencer par le photo voice. On a inclus la présence d'un ou d'un allié dans le milieu si c'est désiré. On a aussi inclus les rencontres en présentiel. Puis finalement, tout récemment, on a décidé d'élargir notre recrutement à travers 8-6 à travers le Québec, parce qu'au départ, on était vraiment centré juste à Montréal. Donc, on a fait une nouvelle demande éthique pour élargir dans du multicentrique, puis pouvoir aller recruter dans plusieurs établissements. Puis pour les autres étapes que je vous ai parlé plus tôt, considérant qu'en ce moment, on a seulement un participante, on n'a aucune action envisagée pour les étapes qui s'en viennent parce que notre projet actuellement bat de l'aile un petit peu. Donc, je vais vous présenter, je vais passer la parole à Marie-Joëlle pour qu'elle vous parle des constats, des enjeux, des défis éthiques et méthodologiques du photo voice. Merci, Matt. En fait, tu as très, très bien mis la table. Là. Je pense que je pourrais arrêter la présentation maintenant parce que tu as bien identifié certains des enjeux. Je vais être brève. Mettre l'accent, en fait, sur l'aspect plus éthique, je crois. Un des enjeux importants au niveau de l'éthique du photo voice dans le cadre de notre projet, c'est vraiment notre capacité à accéder et à obtenir le consentement. Sur la diapo, vous voyez à gauche l'espèce de pyramide là, dans laquelle les jeunes s'insèrent, c'est-à-dire les jeunes là, au-dessus d'eux. Il y a leur éducateur, le chef de programme, l'équipe chargée de la convenance institutionnelle et l'éthique à la recherche. Donc, nous, on doit traverser l'ensemble de ces étapes-là, puis que ça percole jusqu'aux jeunes. Mais c'est un peu comme... il y a tellement de filtres, en fait, que le message qui arrive en bas a un fort potentiel d'être biaisé. Puis il faut comprendre que la population à laquelle on s'intéresse est une population particulièrement policée, c'est-à-dire une population qui est vraiment dans un contexte de réadaptation très normé où leur expérience de vie, là, il y a peu d'espace d'autonomie et de prise de décision. Fait que pour nous, ça pose un enjeu éthique réel que, dans le fond, le message qu'ils reçoivent quand on les sollicite pour participer à l'étude, bien que nous, on s'assure qu'ils ou elles consentent et qu'elles comprennent qu'on n'est pas des intervenants du centre jeunesse et qu'elles sont libres de participer ou non, puis que ça ne laisse pas de traces dans leur dossier, dans nos expériences actuelles, on a l'impression que pour les jeunes, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, pour moi, c'est un enjeu réel, là, dans le fond. La capacité d'un consentement libre et éclairé dans un projet où les jeunes sont déjà dans un milieu où il y a peu d'espace d'autonomie, ça devient un petit peu dur à valider. Au niveau de la confidentialité, Matt a déjà mis en lumière là, plusieurs enjeux, mais le fait que les jeunes avec lesquels on souhaite faire le photo voice soient dans des milieux de vie qui sont fermés. Et non seulement ils sont fermés, c'est que les jeunes qui sont placés, en fait, le sont pour des motifs de protection. Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut accéder à ces jeunes-là tout en s'assurant que, dans le fond, dans les autres sphères de leur vie, les personnes à qui elles parlent sont des personnes adéquates. Donc, comment lui parler sans compromettre son droit à la confidentialité, c'est réellement une barrière majeure. Pour vous donner un exemple concret, là, avec notre premier participant, je suis allée livrer le téléphone à l'unité où elle habitait. J'ai nommé la personne. Puis on m'a dit, cette personne-là n'habite pas ici.
Puis, dans le fond, avec notre deuxième participant, la même chose. Dans le fond, les jeunes sont appelés par leur dead name. Dans le fond, tant qu'il n'y a pas de changement de prénom et de pronom au niveau légal, au niveau de l'état civil, les jeunes, on utilise leur prénom assigné, donné à la naissance. Nous, dans le cadre de l'étude, c'est impensable d'appeler les enfants, les jeunes par leur dead name, sauf que dans le fond, on doit négocier la reconnaissance institutionnelle si on veut leur accéder. Donc, c'est vraiment, ça pose vraiment des enjeux au niveau de l'éthique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut naviguer cette contrainte du manque de reconnaissance de l'établissement de ces jeunes-là. Puis ça nous parle de leur expérience du quotidien, là. Je veux dire, imaginons se faire appeler par notre dead name 10 fois, 20 fois, 100 fois par jour. C'est l'expérience, dans le fond, qu'on soupçonne pour une grande partie des jeunes hébergés. L'autre enjeu au niveau de la confidentialité, c'est que quand, par exemple, Matt appelait à l'unité pour parler à un ou une jeune qui avait consenti à participer, nous, on avait notre formulaire de consentement signé, mais l'intervenante au bout du téléphone disait, ben non, je ne peux pas vous la passer, vous n'êtes pas sur la liste des personnes autorisées. Mais comment on fait pour devenir sur la liste des personnes autorisées? Bien, il faut, dans le fond, faire un bris de confidentialité pour dire que non, on est autorisé parce qu'on est dans une recherche qui a été approuvée par l'établissement, puis le jeune a signé son formulaire de consentement, mais ça implique un bris de confidentialité. C'est vraiment un dilemme assez insoutenable. L'autre enjeu au niveau de la confidentialité, c'est que, étant donné que le photovoice se déroule dans un milieu extrêmement protégé, le droit à l'image, dans le fond, fait en sorte que dans nos consignes, les jeunes ne peuvent pas photographier eux-mêmes ou autrui, c'est toute personne qu'on pourrait reconnaître, y compris eux-mêmes. Mais dans l'esprit du photovoice, si on leur demande de nous parler de ce que c'est d'être un ou une jeune trans hébergée, il y a fort à parier qu'il ou elle va se mettre enceinte dans certaines situations, ou en tout cas que... Mais dans le cadre de notre projet, dans le fond, on ne peut pas le permettre. Fait que ça, au niveau de la confidentialité, ça devient une mesure ou une contrainte là, qui pourrait paraître excessive à certaines personnes, ou en tout cas avec laquelle on doit négocier. L'autre aspect, c'est la compensation. Donc, concilier les besoins techniques d'un photovoice, parce qu'on se rappelle que dans le fond, le projet de photovoice, c'est de prendre des photos, d'enregistrer des mémos vocaux qui expliquent notre photo. Puis dans le cadre de notre projet, évidemment, comme la photo deviendrait, dans le fond, un matériau pour une exposition, puis une formation de sensibilisation, il faut qu'elle ait une certaine qualité. Alors, d'emblée, les milieux nous ont dit, bien, pourquoi vous ne prenez pas un Polaroid ou un appareil photo jetable, par exemple? Mais pour nous, ça ne fonctionnait pas, ce n'était pas cohérent avec la proposition qu'on faisait aux jeunes de faire une exposition. On ne fera pas une exposition avec des Polaroids ça de large. Puis le Polaroid, dans le fond, on n'a pas accès aux mémos vocales qui l'accompagnent. Donc, on a réussi à justifier l'utilisation du téléphone cellulaire parce que d'un point de vue technique, c'était le seul outil qui nous permettait de concilier notre besoin technique, d'avoir une photo de qualité, de communication, parce qu'un Matt l'a bien expliqué, ce sont des jeunes qui vivent un isolement numérique, qui sont très difficiles d'accès. Donc, en leur fournissant le téléphone cellulaire, mais ça leur permettait de nous partager leurs photos et leurs mémos vocaux sans transiter par un intervenant, dans le fond, parce que sinon, il y a aussi un bris de confidentialité. Mais là, évidemment, ce qui émerge, c'est le risque. Est-ce que, dans le fond, les jeunes pourraient vouloir participer seulement pour avoir accès au téléphone ou est-ce que, dans le fond, ça peut être une compensation dite juste? D'un point de vue éthique, nous, on arrive à le justifier en disant que la compensation qu'on leur offre n'est pas en contrepartie d'un plus grand risque qu'ils prennent en participant au projet. Hein? Dans le fond, la compensation en études, là, c'est généralement pour nous dédommager du temps mais ce qu'on ne veut pas, c'est dire, bien, je vous donne un téléphone parce que, par exemple, vous acceptez de vous hâter pour nous, pour notre projet. Là, ça serait un risque démesuré du point de vue des jeunes, mais nous, on reste dans une structure de risque dit minimale. Donc, le téléphone peut rester une compensation. Puis, on ne pouvait pas non plus dire, bien, on va demander aux jeunes de nous redonner le téléphone parce qu'il y a trop d'impondérables. Que faire ces jeunes? Ils ont 14 ans, là, 15 ans. Il perd son téléphone, il échappe dans la toilette, il se le fait voler, peu importe. Donc, nous, on a décidé de faire un don sans restriction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeune consent à participer, est motivé, comprend l'idée du photovoice, on lui donne le cellulaire, puis il lui appartient. Mais l'autre enjeu qui a émergé au niveau de l'éthique, c'est les données. Donc, pour nous, là, c'est une des découvertes importantes de notre projet jusqu'à maintenant, c'est l'isolement numérique de ces gens. Hein?
des jeunes de 14-15 ans, là, au Québec, de façon générale, ils savent comment utiliser les réseaux sociaux, puis ils ont un téléphone ou une tablette ou quelque chose, ils sont très actifs. Mais les jeunes avec lesquels on travaille ne font pas partie de cette description-là. Et donc, quand on leur envoyait le cellulaire, il y avait une banque de données de 4 ou 5 gigs. Puis on s'est rendu compte qu'au bout de 24 heures, les jeunes n'avaient plus de données. Souvent, puis on le comprend, je veux dire, tu as 14 ans, tu reçois un cell, puis mon Dieu, tu veux juste aller faire comme tout le monde de ton âge, là, puis aller sur YouTube, puis aller sur je ne sais pas quoi, parce que je n'ai plus leur âge. Mais donc, ça amène un enjeu parce que les jeunes nous disaient, bien, je suis encore intéressée, mais je n'ai plus de données. Donc, on a accepté de recharger le cellulaire une fois, de mettre certaines données pour leur permettre de nous transférer. Mais encore une fois, ça met beaucoup de pression et de responsabilité aux jeunes. C'est d'apprendre à gérer leur cellulaire, leur utilisation de données alors qu'ils vivent là, finalement quelque chose qui est surréel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas outillés là, pour naviguer nécessairement cet aspect-là. Donc, est-ce que dans le fond, on les met dans une situation d'échec ou de difficulté parce que le téléphone en soi est un objet qui les met en tension avec les éducateurs, mais aussi de la pression de savoir utiliser les données, quand les utiliser. Bref, ça pose aussi des enjeux éthiques. Puis finalement, le dernier aspect dont je vais vous parler, c'est cette idée de notre positionnement comme chercheur. On s'inscrit vraiment comme chercheur dans une posture anti-oppressive, critique, où on valorisait la participation, l'inclusion, la démocratisation des processus de recherche. Par contre, on se retrouve dans un contexte où le nombre de démarches et notre incapacité finalement à rejoindre la population visée, pour toutes sortes de raisons qui sont bonnes ou mauvaises, fait en sorte que, c'est quoi notre responsabilité là, au regard de la production de connaissances dans un contexte comme celui-là, puis quand est-ce qu'on arrête? Donc, voilà, là, je vais nous laisser du temps pour échanger. Donc, en bref, là, en quelques mots, il y a des tensions réelles là, entre les impératifs de la recherche, là, puis celles finalement d'un photovoice dans un milieu d'hébergement fermé. C'est des choses qu'on anticipait, mais c'est amplifié là, par rapport à ce qu'on anticipait parce que je vous rappelle que nous, on avait une lettre de support de la part du Centre jeunesse de Montréal. Tous les milieux à qui on a parlé, toutes les directions sont enthousiastes de notre projet, nous ouvrent les portes, nous disent oui, oui, venez chercher nos jeunes, mais on n'est pas capable de les trouver. Est-ce que, dans le fond, les barrières d'accès au photovoice, dans le fond, font en sorte qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas envisager une rencontre de groupe entre ces jeunes-là? La raison est simple, c'est, imaginons, on a fait une entrevue avec un ou une jeune au mois de juillet. Là, mettons que j'ai d'autres jeunes qui apparaissent en janvier. Mon jeune ou ma jeune qui était hébergée en juillet, là, moi, je n'ai pas de façon de garder la trace de ce ou ce jeune-là. Donc, de le rattraper pour proposer. Donc, est-ce qu'on peut faire un photovoice sans envisager les étapes collectives? Pour moi, ça, c'est une question. Le fait aussi qu'on est vraiment dans un milieu fermé, on fait des apprentissages liés aux échecs de notre photovoice par rapport aux conditions de vie de ces jeunes-là. J'en ai parlé brièvement, mais le fait que ces jeunes-là ne sont pas reconnus par leur prénom ou pronom. Ces jeunes-là ne connaissent pas leurs droits, notamment le fait qu'à 14 ans, ils ou elles peuvent faire une demande de changement de prénom à l'état civil. Les jeunes ne le savent tout simplement pas. Donc, dans l'entrevue, par exemple, là, c'est ça, notre rôle là, de personnes aidantes, d'alliés versus de chercheurs, puis jusqu'où on peut les amener, c'est des questions éthiques qui se posent. Puis, finalement, c'est une question importante, là, mais est-ce qu'on met les participants en situation d'échec en leur proposant un projet que c'est difficile pour eux individuellement de mener à terme parce qu'il y a beaucoup de barrières au niveau de l'institution puis de la technique qui font en sorte que c'est possible qu'ils ou elles ne puissent pas le compléter. Donc, ça, pour moi, c'est une question éthique qui reste à réfléchir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, ce serait le moment de passer là, aux échanges.